Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Fouché. Bonjour, président de Quintet Conseil. Vous avez été directeur des relations sociales et de la formation, puis directeur général adjoint du MEDEF. Ça, j'avais pas ça en tête, j'ai appris ça hier. Vous avez bossé au MEDEF, Antoine Fouché. Vous avez travaillé aussi avec Muriel Pénicaud. Vous écrivez régulièrement des notes. Votre dernière note, ça m'a interpellée. Vous avez appelé ça la revanche du social. S'il y en a un qui a gagné dans cette séquence politique assez désastreuse de flou, c'est peut-être le social. C'est le social au sens où quand on s'occupe pas du social, le social se rappelle à votre attention. Et c'est le social au sens où quand on voit les enquêtes d'opinion sur les raisons pour lesquelles la majorité des ouvriers, une grande partie des employés, une partie des cadres et une partie des professions intermédiaires ont voté pour le Rassemblement national, c'est la question du pouvoir d'achat et du fait que le travail ne paye plus. C'est pas une expression qui est déconnectée de la réalité ou qui s'appuie trop sur le ressenti. Le fait que le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, ce sont les statistiques de l'INSEE que chacun peut vérifier qui le montrent. Depuis 15 ans, le pouvoir d'achat du travail, en moyenne, n'augmente même plus de 1% par an. C'était 2% par an dans la génération précédente, 5% par an dans la génération précédente. Donc si on résume tout ça d'une phrase, les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération depuis 1945 qu'ils ne vont pas vivre mieux que leurs parents ou, pour le dire encore autrement, qui n'améliorent pas leur niveau de vie en travaillant. D'où le sentiment d'inégalité qui est très fort, parce que celui qui vit mieux, c'est celui qui a un héritage, c'est celui qui a de l'argent qui tombe du ciel. Donc là, ça pousse évidemment à l'énervement. Et un sentiment d'injustice qui est un peu développé dans l'ensemble, ou de ras-le-bol, ou de colère plutôt, qui est développé dans l'ensemble aussi de la société. Et c'est ce qui explique, me semble-t-il, que quand on regarde depuis 20 ans l'évolution de la sociologie du vote Rassemblement national, ça commence chez les ouvriers employés, fait 20-25%. Aujourd'hui, c'est 53% des ouvriers, 40% des employés. Donc c'est énorme. Il y a plus d'ouvriers qui votent pour le Rassemblement national que pour tous les autres partis additionnés ensemble. Et puis ça se diffuse vers les cadres. Aujourd'hui, c'est aussi aux européennes. C'est le premier parti des cadres, à égalité avec PS, Place Publique. Et puis le premier parti des professions intermédiaires avec 29%. C'est le premier parti aussi, ou le deuxième, chez les sympathisants des organisations syndicales. Donc, c'est pas excessif de dire que c'est le parti du monde du travail maintenant, même si évidemment tout le monde dans le monde du travail ne vote pas pour le Rassemblement national, mais c'est le parti de masse du travail. Et il me semble que le premier carburant de ça, il y en a d'autres évidemment, mais le premier carburant de ça, c'est que le fait que en travaillant, je n'améliore plus mon niveau de vie de façon significative, ça concerne la majorité de tous les travailleurs, à tous les déciles de niveau de vie, que vous gagnez 1 000 € par mois ou que vous en gagnez 4 ou 5 000. Ce qui veut dire qu'il faut absolument libérer le travail pour qu'il puisse être plus rémunérateur. Il y a la proposition sur le SMIC à 1 600 €. Il y a la question des charges. Il faut que le salaire net monte. Exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que il y a une solution à cette problématique-là du travail qui paye plus ou qui paye moins. Mais la solution, elle est difficile. La solution, c'est que il faut qu'on réduise l'écart entre ce que gagnent les gens et ce qu'ils gardent sur leur compte en banque. C'est-à-dire, ou pour le dire de façon technique, entre le salaire super brut et le salaire super net. Et pour aller de l'un à l'autre, vous enlevez les charges patronales, les charges syndicales, les charges salariales, et l'impôt sur le revenu. Sauf que là-dessus, vous avez tout le modèle social de la France qui tient, quoi. Oui, mais il y a plein d'autres manières d'organiser le modèle social. C'est-à-dire, vous pouvez le financer sur d'autres types d'impôts, typiquement la consommation, ou en plus un peu l'héritage, ou un peu le capital, ou en tout cas, vous pouvez dispatcher si vous faites une réduction de charges, pour réduire l'écart entre le brut et le net, vous pouvez très bien, ce que ça coûte, le répartir entre d'autres sources de revenus. Mais c'est un changement de société, ça. C'est un changement de modèle, mais en même temps, là, il me semble qu'on arrive avec le vote protestataire, qu'il soit protestataire ou d'adhésion, mais au RN, qui veut renverser la table. Et donc, à la fin, quand on se pose tous, quand même, la majorité des gens savent aussi que le RN n'a pas de solution. Il drive la colère, mais il n'a aucune solution pour faire
faire mieux que ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies. Mais je dis souvent, on arrive à un point sans doute où on a trop chargé le travail et on est obligé de réagir par rapport à ça. On le vit, mais on n'a pas, pas assez en tête les chiffres là-dessus. En moyenne, en France, quand on garde 100 € en travaillant, on n'en garde que 54. Quand on gagne 100 € en travaillant, on n'en garde que 54. Et donc, pour le même travail, avec les mêmes horaires, les mêmes conditions, le même salaire, le même coût pour l'employeur, si on n'en gardait pas 54, mais 60, comme dans les années 90, ou 65, 70, comme dans les années 70, ça respirerait plus et on aurait, pour le même travail, un salaire supérieur, un pouvoir d'achat supérieur, etc. La question est, étant donné l'état des finances publiques, c'est ce que on redonne aux travailleurs, que ce soit des indépendants, des fonctionnaires ou des salariés, pour le travail qu'ils font, où est-ce qu'on le finance ? Et c'est là où il faut faire un compromis social ou un nouveau contrat social. Et il y a 4 sources de revenus possibles qu'on peut aller chercher. Il y a les investissements. Parce que quand vous gagnez 100 € en investissant, vous en gardez 70, pas 54, 70. Il y a les retraites. Quand vous gagnez 100 € en retraite, vous en gardez 86. 54 en travaillant. Ce qui paraît dingue par rapport à un actif. Ce qui paraît dingue par rapport à un actif. Donc là, peut-être pas tous les retraités, mais on peut demander un effort, d'autant plus que pour la première fois depuis 45 aussi, les retraités ont en moyenne un niveau de vie supérieur à celui des actifs, c'est-à-dire des travailleurs. Dit de façon non technique, ceux qui ne travaillent pas vivent mieux que ceux qui travaillent. Ça n'a jamais existé dans notre histoire. Et puis, il y a une troisième source qui est l'héritage. En moyenne, là aussi, tout ça c'est des moyennes, mais quand vous gagnez 100 €, quand vous touchez 100 € en héritant, vous en gardez 94. Donc 94 pour l'héritage, 86 pour les retraites, 70 pour l'investissement, 54 pour le travail. On voit bien ceux qu'on taxe le plus ou ceux qui gardent le moins le fruit de l'argent qu'ils touchent, et on peut rééquilibrer tout ça sans avoir en fait, parce que ça c'est juste du rééquilibrage. En équilibre macroéconomique, sans que ça fasse 1 € de dette supplémentaire et sans faire une fiscalité dissuasive sur le capital, sans avoir un impôt sur les successions confiscatoire et sans demander et sans appauvrir le retraité de façon insupportable. Donc, mais c'est un nouveau contrat social, ça c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que la voie existe. La mauvaise, c'est que c'est difficile et qu'il n'y aura pas de recette miracle. On sera obligé de répartir les efforts de financement de nos dépenses collectives entre le travail et d'autres sources que le travail. Ça, c'est la question des revenus et du travail qui ne paye plus. Sur la question de la démocratie sociale, de la manière dont on décide, il y a certains sociologues qui poussent l'idée que moins on décide dans son entreprise, plus on vote pour des extrêmes. Là, il y a une clé qui est aussi dans l'entreprise. Il y a aussi une clé qui est dans l'entreprise et qui est liée, pas que la rémunération, parce que le sentiment de dépossession par rapport au travail, la crise du travail, c'est 2 choses. C'est le fait que travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie, et c'est aussi le fait que on a de plus en plus de personnes, ça les enquêtes sont très nettes là-dessus, ont le sentiment qu'ils sont dépossédés de leur travail, c'est-à-dire que ce qu'on leur demande de faire n'est pas relié à un intérêt collectif. Ils en sont de moins en moins fiers et ils considèrent à titre individuel que ça a de moins en moins de sens. Et la crise là-dessus se développe parce que beaucoup de salariés ont le sentiment que plus personne ne prend en charge cette question-là du sens de leur travail, de la fierté de leur travail bien fait. Et ça, c'est une balle dans le camp du patronat et des syndicats, parce que les enquêtes montrent bien ça, c'est les sociologues que vous citiez tout à l'heure. Sur les syndicats, les salariés ont le sentiment que les syndicats sont éloignés, qui sont au siège, je parle des grandes entreprises, ils n'ont pas de proximité. Qui n'ont pas de proximité, qu'ils ne travaillent plus avec les salariés, c'est-à-dire qu'ils sont syndicats à plein temps. Et donc, en fait, ils ne savent plus ce que font les salariés. Ils ne savent pas décrire le quotidien de travail des salariés. C'est un boulot en soi. Voilà, c'est un boulot en soi, mais c'est un boulot à part. Mais c'est pas le même boulot. Et donc, comme il fait le même boulot, il va bien en parler à la direction et il va savoir ce qui est important pour nous. Et pareil côté patronat, c'est-à-dire côté des directions.
de plus en plus des organisations centralisées qui fait que les personnes qui prennent les décisions, les managers ou les cadres dirigeants qui prennent les décisions, en fait, ne connaissent pas vraiment la réalité du quotidien. Et on a fait plusieurs enquêtes là-dessus, par exemple chez Quintet, dans grandes entreprises, et c'est absolument frappant. Et c'est même à un moment donné un peu sensible dans une interview de cadres dirigeants ou de syndicalistes, quand on leur demande simplement de décrire le quotidien des salariés qu'ils encadrent. Alors, N-1, ils savent, mais N-2 et N-3, ils savent plus. Et cette déconnexion-là explique que de plus en plus de salariés ont le sentiment que plus personne ne comprend ce qu'ils font et ne défend ce qu'ils font. Et donc, il y a une forme d'attirance vis-à-vis de cette promesse totalement illusoire, et de cette promesse du Front National, du Rassemblement National, qui est redevenez acteur de votre vie dans la cité et dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'une partie de la clé, quand même, est dans le dialogue social, dans la démocratie en entreprise. À condition que ce ne soit pas un dialogue social formel, mais que ce soit un dialogue social qui parte de la réalité du quotidien du travail des salariés, c'est-à-dire que ce soit moins un dialogue social entre direction et syndicats, mais que ce soit un dialogue social qui inclut aussi les salariés. Ça se fait de plus en plus dans certaines entreprises. C'est-à-dire dans certaines entreprises, vous avez dans les négociations les salariés non élus qui, en fonction des séances, viennent avec les syndicats pour vérifier qu'ils sont d'accord sur ce que disent les syndicats. Qu'on parle bien du réel. Qu'on parle bien du réel. Et ça évite aussi d'avoir des groupes autonomes, ce qu'on a de plus en plus dans toutes les boîtes. C'est un secret de polichinelle. Tout ça, ça marche comme ça. Exactement. Mais en fait, il n'y a pas que la SNCF. Dans tous les groupes du CAC, il y a des débuts d'autonomisation de collectifs salariés qui ne se reconnaissent plus dans les syndicats. Et ça, c'est lié au fait, à la crise de représentativité que et les syndicats et le patronat ont intérêt à résoudre, mais là aussi, si ça se fait pas, c'est parce que ça bouge les habitudes des uns et des autres. C'est-à-dire ça obligerait les organisations syndicales à être beaucoup plus présentes sur le terrain, sans doute à faire beaucoup moins de mandats à plein temps pour pouvoir continuer à bosser et vivre avec les salariés ce que c'est que le travail au quotidien. Et du côté des directions, ça oblige à écouter vraiment et pas à faire simplement des réunions de travail de com pour dire oui, on vous a écouté, maintenant on passe à autre chose, mais à co-construire l'organisation du travail. Et vous avez rappelé que j'ai été un des dirigeants du MEDEF dans une vie antérieure. Ça, c'était la ligne rouge absolue du patronat, de partager le pouvoir sur l'organisation du travail. Merci beaucoup Antoine Fouché d'être venu ce matin, président de Quintet Conseil. On pourrait